អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Coprocureur, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous signaler, avant de commencer, que je n'aurai sans doute pas fini à la fin de cette journée et donc en accord avec les parties civiles, les avocats des parties civiles, je prendrai sans doute aux environs d'un quart d'heure demain matin en début d'audience pour pouvoir terminer avec mes questions. Monsieur le témoin, tout à l'heure vous avez parlé du fait que Pol Pot vous avait contacté ainsi que d'autres membres du ministère des Affaires étrangères. Comment vous a-t-il contacté? Était-ce par téléphone? Pouvez-vous nous dire comment il procédait? Je ne m'en souviens pas bien, mais à l'époque, je ne l'ai appris que de M. Yengsari. Yengsari ne nous rencontrait pas chaque jour. En général, on le rencontrait 2 ou 3 fois par semaine. Je ne me souviens pas bien. Mais M. Nikon, qui était responsable du bureau du protocole, est celui qui m'a demandé d'y aller. Donc en réalité, Pol Pot ne vous a jamais contacté personnellement et directement? Est-ce que c'était toujours par le biais de Yengsari ou de quelqu'un d'autre? Il ne m'a jamais contacté directement. Merci. Monsieur le témoin, j'en viens à un autre chapitre. Est-ce que durant le régime du Kampuchea démocratique, vous avez constaté des disparitions au ministère des Affaires étrangères de membres du ministère lui-même ou d'autres personnes qui avaient été affectées temporairement? J'ai remarqué la disparition de membres du personnel. De quel type de personnel s'agissait-il? Est-ce qu'il y avait différentes catégories de personnes travaillant à B1 qui ont disparu? Je pense par exemple aux ambassadeurs, à des intellectuels, à des cadres de B1 ou à de simples combattants de B1. Parmi ceux qui ont disparu de B1, il y avait Sosé, alias Wan, il était secrétaire de la cellule du parti. À la section du bureau. Elle a été nommée au sein du département de la politique générale. Elle s'appelait Van, mais je ne me souviens pas de son nom complet. Il est venu une fois, puis il a disparu. Ça, c'était un exemple. Dans l'autre section, il y avait par exemple Keo.
chef de l'aviation civile. À l'époque, l'aviation civile était subordonnée au ministère des Affaires étrangères. Keogh était responsable de l'aviation civile. Il a disparu. J'ignore les raisons de sa disparition. Peut-être a-t-il été transféré. Peut-être qu'on l'a emmené ailleurs, je n'en sais rien. Il y avait aussi un autre ingénieur qui a aussi disparu. Il logeait dans un bâtiment proche du Palais Royal. Il était venu travailler peu de temps au ministère des Affaires étrangères, après quoi il a été transféré au ministère de l'Industrie et par la suite il a disparu. Tonchot Tirin était un autre membre du personnel du ministère des Affaires étrangères qui a aussi disparu. Donc, à ma connaissance, il y a certains membres du personnel du ministère des Affaires étrangères qui ont disparu, mais j'en ignore la raison. Personne ne m'a dit non plus pourquoi ils avaient disparu. Ces disparitions sont restées mystérieuses. Merci, monsieur le témoin. Je vais tout d'abord commencer par le sort d'un certain nombre d'anciens diplomates du GRUNC. Est-ce que vous pouvez nous dire, après la prise de Phnom Penh, qui a appelé les diplomates de l'ancien régime à rentrer au pays? Après le 17 avril 1975, les diplomates qui étaient en mission à l'étranger y sont restés en fonction. Mais la décision de rappeler ces diplomates au pays a été prise fin 1975. Et c'était à Pol Pot et non pas à Ieng Sary de prendre ce type de décision. C'était aux dirigeants du pays de décider de rappeler ces diplomates. Monsieur le témoin, vous parlez d'une décision de Pol Pot une fois de plus. Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a pris cette décision? Qui vous en a parlé? Si Ieng Sary n'a pas pris cette décision, qui d'autre pouvait-ce être? Ça devait être Pol Pot. Les intellectuels rentrant au pays devaient passer par l'ambassade du Cambodge démocratique en Chine. Ils ont emporté leurs effets personnels, comme des montres, des bijoux. Ces objets leur ont été confisqués et entreposés à l'ambassade en Chine. La décision de confisquer ces objets appartenant aux intellectuels, ce n'était pas une décision de Ieng Sary, mais bien de Pol Pot. Je prends un exemple. À l'ambassade, ce n'était pas
l'ambassadeur qui détenait l'autorité. En général, c'était le secrétaire attaché à l'ambassade qui prenait les décisions. Et mon expérience personnelle en témoigne. Ce n'était pas l'ambassadeur qui exerçait son autorité sur l'ambassade, mais bien le secrétaire attaché à l'ambassade. Pour certaines questions, le ministère n'était même pas informé, car la question était renvoyée au centre du parti à l'intérieur du pays. Justement, monsieur le témoin, vous nous dites que ce n'était pas une décision de Ieng Sary, donc nécessairement ça devait être une décision de Pol Pot. Mais est-ce que vous avez participé, vous, aux sessions, aux réunions du comité permanent? Je n'ai joué aucun rôle pour ce qui est de réunion du comité central. Et donc, est-ce que vous étiez communiqué les comptes rendus des réunions du comité permanent également, qui vous auraient permis de faire la distinction entre les décisions qui sont prises, qui étaient prises peut-être individuellement par Pol Pot, ou des décisions de nature collective prises par le comité permanent? Est-ce que vous receviez les comptes rendus des réunions du comité permanent, monsieur le témoin? Je n'ai jamais reçu d'exemplaires de procès-verbaux. Merci, monsieur le témoin. Parmi les anciens diplomates, donc d'avant le 17 avril 1975, qui ont été rappelés à partir de la fin 1975, pourriez-vous nous donner un certain nombre de noms de ces anciens diplomates et leur poste d'affectation à l'époque? Il y avait M. Sarinchak, qui était ministre des Affaires étrangères du Front d'Union nationale du Kampuchea, M. San, ambassadeur en Russie, M. Huotsambat, ambassadeur en Yougoslavie, M. Sukongti, chargé d'affaires par intérim à Banlong, Son Altesse Royale le Prince Mitiwi, le chargé d'affaires de l'ambassade du Cambodge en Allemagne, ainsi que d'autres diplomates dont j'ai oublié le nom. Même à ce jour, je ne me souviens pas de tous ces diplomates qui étaient en poste à l'étranger. Est-ce que Nupek alias Sin, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose parmi les diplomates du GRUNC? Nupek était l'ambassadeur du Cambodge au Tchad à l'époque. Et Insopan, excusez-moi pour la prononciation, est-ce que c'était un ancien chargé d'affaires du GRUNC?
Oui, In Sopan était le frère d'In Sokhan. In Sokhan était un ancien membre de l'Union des étudiants en France. Par la suite, il a été nommé chargé d'affaires du Cambodge en Albanie. Est-ce que parmi tout ce groupe d'anciens diplomates, combien sont passés par le bureau du ministère des Affaires étrangères à leur retour fin 1975? En réalité, ces diplomates qui ont été rappelés au pays ne sont pas rentrés en passant par le ministère des Affaires étrangères. Si je me souviens bien, M. Yangsari m'a convoqué pour que j'aille le rencontrer quelque part à Phnom Penh. Ces diplomates ne sont pas passés par le ministère des Affaires étrangères, à l'exception du ministre Toi Kam Dön, ancien président de l'Union des étudiants en France. Lui était également membre du parti. C'était un ancien membre du cercle marxiste-léniniste. Lui est rentré par le ministère des Affaires étrangères. Et M. Sarinchak et Dong Som-hol sont rentrés en passant par le ministère des Affaires étrangères pendant un certain temps. Est-ce que c'était le ministère des Affaires étrangères qui accueillait ces anciens ambassadeurs à l'aéroport de Pochentong? Je ne savais pas qui allait les chercher à l'aéroport. Ce que je sais, c'est que je les ai rencontrés dans une maison prévue pour les accueillir à Phnom Penh. Et après ma réunion avec eux, j'ignore où ces anciens diplomates ont été envoyés. Quand vous les avez rencontrés dans une maison à Phnom Penh, est-ce que c'était bien dans le cadre de vos fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères? À l'époque, j'ai accompagné M. Yangsari et quelques autres cadres du ministère des Affaires étrangères, mais je ne sais plus qui était qui à l'époque. Et à quel endroit a eu lieu cette rencontre entre Yangsari, vous-même et d'autres cadres avec ces anciens diplomates? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du lieu exact. Car à l'époque, je ne connaissais pas bien Phnom Penh. En outre, cela remonte à bien longtemps. Je n'y ai pas fait attention. Pour moi, cette réunion précise ne revêtait aucune importance particulière. Est-ce que par la suite, plus tard, est-ce que vous avez appris le sort qui a été réservé par le régime à un certain nombre de ces diplomates? Et je pense à Chisan Isubgunti, Utsambat, Nupek alias Sin, Insopan, Sisovat Metevi. Que leur est-il arrivé?
ពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះ À l'époque, je ne savais pas ce qui était arrivé à ces diplomates, car cela ne relevait pas de mes fonctions et responsabilités. Mais par la suite, en 1979, je l'ai appris. Et peut-on savoir ce que vous avez appris en 1979, monsieur le témoin, concernant ces personnes? J'ai appris ce qui leur était arrivé, mais partiellement. Je n'ai pas connu les raisons complètes de leur disparition. Il y a un étudiant que j'ai rencontré à l'époque en France et au Cambodge. Celui-là avait vécu avec ces gens et c'est par lui que je l'ai appris. Mais pour ce qui est de savoir à quel moment exactement ils ont disparu, je n'en sais rien. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, juste au fin de la transcription, je voudrais simplement mentionner que les noms de Nupek alias Sin et Chi San alias Chi figurent sur le document IS 5.70, qui est une liste de prisonniers de S21. Et il est dit dans ces documents qu'ils ont transité par le centre K17. Il y a un autre document qui porte la mention du nom de INSOPAN, des Affaires étrangères, qui est le document D199-14.5. C'est une liste d'exécution de S21 qui est intitulée « Nom des prisonniers exécutés le 9 décembre 1977 ». Et enfin, concernant Hutsambat, il y a un document IS 531 qui constitue les aveux de Hutsambat à S21. Et c'est la même chose pour Isubganti sous la cote D366-7.1.83. Il s'agit aussi d'aveux de Isubganti à S21. Concernant M. Tochkamdön, monsieur le témoin, donc vous avez dit qu'il avait été membre du cercle marxiste-léniniste, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez fait partie avec lui du bureau de l'Union des étudiants khmers également, à Paris? Effectivement. J'étais membre du cercle des étudiants marxistes-léninistes en France, tout comme Tochkamdön. Celui-ci a démissionné de la présidence de l'Union des étudiants, après quoi j'en ai assumé la présidence. Lorsqu'il est rentré au Cambodge, est-ce qu'il a travaillé à B1 à son retour? Et dans quel service, si c'était le cas? À son retour au Cambodge, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-il arrivé à Tochkamdön et à son épouse durant la période du Kampuchea démocratique?
ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ Il a travaillé au ministère. Sa maison était proche de la mienne et nos épouses respectives étaient des proches. Sa sœur aînée était ma fille adoptive. Je me souviens bien qu'en 1977, Ieng Sary est allé en mission officielle en Malaisie à Singapour avec M. Thioun Praset. Lorsqu'il est parti, son épouse était très contente. Car elle pensait qu'elle allait partir pour la campagne. À l'époque du Kampuchea démocratique, les intellectuels rentraient de l'étranger et envoyés dans les bases ou à la campagne pour se forger, faisaient l'honneur de leur famille. Donc, elle était ravie, elle pensait qu'elle pourrait enseigner l'anglais à la campagne. Ce n'est que par la suite que j'ai appris son arrestation. Donc, j'ai bien compris, monsieur le témoin, vous n'avez pas assisté à cette arrestation parce que vous pensiez que le couple Toch Kam Deun se rendait à la campagne. Mais est-ce que vous avez vu, lorsqu'ils ont quitté B1, puisque vous étiez voisins, est-ce que vous avez vu qui les a emmenés ou qui les a transportés, soi-disant, vers la campagne ? Le témoin. Non, je n'en ai pas été le témoin. Je l'ai vu préparer ses effets personnels en vue de son voyage. C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu qui était venu le chercher. Est-ce que M. Ieng Sary vous a parlé de l'arrestation de M. Toch Kam Deun ? Témoin. Oui, je me souviens qu'au cours d'une réunion, il a lu les aveux ou la confession de Toch Kam Deun. Je vais vous résumer la teneur de ces aveux qui constituaient la raison de son arrestation. Toch Kam Deun avait été nommé par son autre frère, Toch Kam Deun, qui était le ministre des Travaux publics du Kampuchea démocratique, Doi Pun. Pendant le régime du maréchal Lon Nol, c'est-à-dire entre 70 et 75, était une liaison secrète infiltrée dans Phnom Penh et il gérait un réseau secret qui comprenait ceux qui avaient la responsabilité de maintenir les liens. Nemsok, ceux-ci furent accusés d'être des dirigeants du Kampuchea démocratique. Donc, ils avaient été désignés comme étant membres du réseau d'espionnage de la CIA. Ils furent tous arrêtés, y compris Doi Pun. Et leur confession indiquait que Doi Pun avait assigné Doi Kam Pun afin que celui-ci écrive quelque chose concernant la situation qui prévalait au Kampuchea démocratique. Et Doi Kam Pun avait écrit des articles traduits en langues étrangères et envoyés outre-mer par sa femme Doi Bamer,
qui à l'époque travaillait à la section du protocole et qui par là avait l'avantage de pouvoir être en contact avec les missions diplomatiques du Cambodge. L'une des ambassades a envoyé ce document en Égypte. Et c'est la manière dont les faits ont été relatés dans leur confession, ce qui semblait logique et crédible. C'était comme un roman feuilleton avec différents intervenants. Il est apparu plausible que ce genre de choses ait pu se produire. Donc Doi Kam Dun était celui qui avait écrit les articles et qui les avait envoyés à un réseau de la CIA situé à l'extérieur par le biais de la mission diplomatique égyptienne en poste au Kampuchea. Merci. Simplement, je voudrais, pour la transcription, Monsieur le Président, j'entends que l'interprétation me parle de Dok Kam Dun et Dok Pön. En fait, si je ne me trompe pas, malgré ma mauvaise prononciation, c'est bien Toch. Toch Kam Dun et Toch Pön, son frère. Donc, c'est pour l'interprétation en langue française que je dis ça. Monsieur le témoin, donc vous avez dit que Monsieur Ieng Sary, vous avez lu les aveux de Monsieur Toch Kam Dun en réunion. Quand a eu lieu cette réunion avec Ieng Sary? Et qui était présent à cette réunion? Le témoin. Je n'ai pas souvenir de la date exacte de la réunion. Qui était présent? Selon ce dont je me souviens, je ne me souviens pas de tous les participants. Cependant, je crois que c'était en 1977 et généralement les participants étaient les cadres qui travaillaient dans ma section, c'est-à-dire la section des affaires diplomatiques. Ils étaient également des amis proches de Doi Kam Dun, y compris Chun Prasad, Kechun, Altsokun, etc. Est-ce que lors de cette réunion, comme vous, Ieng Sary a trouvé que les accusations, ou en tout cas la trahison décrite dans les aveux, était crédible? Le témoin. Je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet. Ce que je puis dire, c'est que Ieng Sary était proche de Doi Kam Dun, et ça je le savais clairement. Et lorsque l'on est venu arrêter Doi Kam Dun, Ieng Sary n'était pas là. Et je suis certain que s'il avait été dans le pays, ces arrestations n'auraient pas eu lieu. Est-ce que vous voulez dire que parce qu'il connaissait Toch Kam Dun depuis la France et qu'il s'agissait de quelqu'un qui lui était proche, il l'aurait protégé? Témoin. Oui, on pourrait dire cela parce que Ieng Sary a défendu un grand nombre de cadres du ministère des Affaires étrangères. Et pas parce qu'ils étaient des proches de lui-même.
Je voudrais dire que la confession se lisait comme un roman feuilleton. Et lorsque j'étais à Beijing, j'étais également un agent du KGB. Ça figurait dans les aveux, dans la confession. Et j'ai donné des informations à l'Union soviétique, mais à Phnom Penh, je travaillais pour la CIA au sein d'un groupe de personnes connues sous l'intitulé de S808, qui avaient des réunions hebdomadaires dans les bureaux de Chun Prasad. Et les 5 personnes étaient Chun Prasad, moi-même, Kate Chun, Doikam Dun et Hansin Lightney. Et Hansin Lightney n'était pas un agent de la CIA parce qu'il était le président des communistes khmers en Union soviétique. Il était donc pro-Union soviétique. On pouvait donc en déduire que la confession était tout simplement une œuvre de fiction et on ne pouvait pas y croire. C'est en tout cas ce qui m'est apparu clairement. Tout à l'heure, vous aviez dit que cela paraissait crédible, ce qui avait été raconté, mais dois-je comprendre que cela ne l'était pas concernant la mise en cause d'un certain nombre de cadres de B1, dont vous-même, Chun Prasit, Kitchun, Hang Sang Laini, etc. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Témoin. Oui. Lorsqu'il apparaissait clairement que quelqu'un était membre de la CIA, il aurait été arrêté, bien entendu. Mais si tous avaient été arrêtés, on aurait pu fermer le ministère. Car il n'aurait plus pu fonctionner sans nous. Et cela semblait trop extrême. Merci. De manière générale, sous le Kampuchea démocratique, et vous avez parlé tout à l'heure de mise en cause. Alors, que se passait-il si on était mis en cause dans des documents? Et combien fallait-il de mise en cause pour qu'il y ait des conséquences? Je vais vous répondre. Non seulement y avait-il une fabrication, mais en fait il fallait des documents. En 76-77, par exemple, s'il y avait 3 documents, par exemple, si j'avais un ami au ministère des Travaux publics, et s'il y avait une petite réception le soir à laquelle j'étais invité à participer, j'aurais bien entendu participé. Comme nous le savons, Toypun était le ministre des Travaux publics. Et donc on aurait pu y avoir un repas. En 1976, tout le monde mangeait du gruau de riz. Donc, comme j'avais des problèmes intestinaux à l'époque, il ne m'était pas possible de vivre de ce régime. Et plus tard, si l'un des participants à cette réception avait été arrêté, et si l'on avait participé, cela signifierait que j'aurais eu un document à ma charge. Et si c'était arrivé 3 fois, j'aurais eu 3 documents qui m'impliquaient. Et Kunchon lui-même m'a invité à plusieurs reprises, mais j'ai refusé du fait de mes problèmes intestinaux. Quant à lui, il avait plus de 60 documents ou 60 dossiers à sa charge. Et si quelqu'un avait 3 dossiers qui l'impliquaient,
ou qui le mettaient en cause, il était arrêté. Mais dans ce cas-là, c'était excessif. Il y avait plus de 60 documents le mettant en cause. Mais pour ce qui me concerne, moi j'avais trois dossiers à ma charge, 2 ont été ajoutés plus tard et malgré cela j'ai été épargné. Pourquoi? Parce que dans les 2 premiers documents j'étais accusé d'être un révisionniste, ce qui signifie que j'étais favorable à l'Union soviétique ou favorable au Vietnam. Donc j'ai été étiqueté en tant que révisionniste. Et donc, on m'a traité de révisionniste dans 4 documents. J'avais été à moitié accusé dans un autre document. On a dit que tous les intellectuels venant de France étaient révisionnistes, mais il n'a pas réussi à mentionner des individus en particulier, ce qui fait que mon nom n'avait pas été mentionné. Dans ce cas, donc, il ne s'agissait pas d'un dossier complet à charge, mais d'un demi-dossier. Et là donc, j'avais 4 dossiers et demi ou 4 documents et demi m'impliquant, ce qui fait que je ne pouvais pas être impliqué. Mais je dois dire également qu'au ministère des Affaires étrangères, c'était moi qui avais la liste des documents qui m'incriminaient. Et il a été dit à un moment que c'était moi qui remplaçait Pol Pot. Et peut-être après mon départ de cette cour, je serai étiqueté de manière encore différente dans les émissions de Radio Free Asia. Je voudrais simplement fixer les choses en ce qui concerne les dossiers qui étaient portés à charge de quelqu'un. En 1978, les dossiers représentaient 8 points et à ce moment-là, il n'y avait pas de distinction entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Donc, c'est Madame Interdet qui a produit les 8 documents, les 8 dossiers et qui en a parlé à Pol Pot. Mais Ieng Sary n'a pas osé le dire, mais c'est Madame Itirit qui était... et bien après, Pol Pot s'est marié avec une autre personne et l'histoire a changé. Mais à ce moment-là, le nombre de dossiers qu'il fallait pour que quelqu'un puisse être arrêté avait été porté à 8. Mais par exemple, si l'accusateur n'était jamais confronté avec l'accusé, et ça c'était le problème, lorsque j'ai visité le musée de Tolshueng, j'ai vu un certain nombre de mes amis qui étaient fidèles, loyaux, qui étaient des gens bien, mais qui avaient été détenus et exécutés là-bas. Et c'était vraiment très dommage. Et je présente mes excuses. Enfin, si j'avais su que le résultat aurait été celui-là, je n'aurais pas rejoint ce groupe, car moi-même, je suis arrivé à un point de non-retour où j'ai compris que je ne pouvais plus supporter ce qui se passait. Il ne s'agissait plus d'une révolution, cela ne servait plus le peuple ou le pays. J'ai ressenti toute la douleur. Et, Monsieur le Président, lorsque je vois les frères Bonbon, qui ont passé presque leur vie entière dans cette voie, des personnes que je connaissais fort bien, et je crois que quand on vient aux questions de religion, mais en fait on ne retrouve plus que les corps de ces frères Bonbon. Merci, Monsieur le témoin. Est-ce que je pourrais vous demander d'être un peu plus concret à l'avenir concernant les questions que je pose, et je sais que vous aviez besoin d'en parler. Juste pour clarifier, vous avez parlé de 3 amis fidèles et loyaux
Vous avez mentionné leurs noms dans vos dépositions. S'agit-il donc de Tiev Chinling, In Sopan et In Chamron? Bah, Hân Chamran có chia témoin. Chamran était un ingénieur des travaux publics. Il venait de France, formé en France. Le président. Monsieur le procureur, pouvez-vous indiquer clairement les noms des personnes auxquelles vous vous référez, car c'est Hon et pas Son. Donc veuillez, s'il vous plaît, formuler votre question clairement afin que le témoin soit en mesure de répondre pour éviter tout malentendu. Oui, merci. Alors, il s'agit du document D147 qui porte aussi la référence E3-101 et à la page 4, en khmer c'est 0029 04 37 et en anglais 0029 04 43. Je vais peut-être citer le passage en question et demander de fournir la déposition de monsieur le témoin au témoin lui-même pour qu'il puisse voir les noms en khmer. Donc je répète pour monsieur l'huissier, c'est 0029 04 37 en khmer. Et si on peut aussi, monsieur le président, projeter cet extrait à l'écran. Le président, monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. Il s'agit d'un passage qui parle du retour des intellectuels et du fait, je vais reprendre le passage en entier, y compris la question. Donc on parle du retour des intellectuels au pays. Donc quelle était la méthode utilisée? C'est ça la question, donc pour les faire revenir. La réponse, je me souviens par exemple qu'en septembre 1975, à l'occasion du déplacement à l'ONU d'une délégation dont je faisais partie, nous nous sommes arrêtés à Paris à une réunion, et une réunion a été organisée pour inciter les intellectuels à rentrer au pays. Il y avait là certains de mes amis qu'on appelait des intellectuels progressistes, dont par exemple Tiev Chinling, In Sopan et Hon Chamron. Ils sont rentrés au Cambodge et tous, ensuite, ont disparu. J'ai découvert leur nom à Tulslang il y a 2 ans. J'en ai été bouleversé. Je me suis alors engagé à raconter l'histoire de ces personnes et c'est la raison profonde de ma volonté de collaborer avec ce tribunal. Donc je voulais savoir si c'était bien les 3 personnes dont vous aviez fait mention, monsieur le témoin, qui se trouvent mentionnées dans ce passage. Le témoin, oui. Lorsque j'ai parlé des noms que j'ai retrouvés à Tulseng, il y avait d'autres noms en plus. Il s'agissait de mes amis que j'avais connus au cours de mes études, y compris à l'école de Kompong Cham. 2 étaient des frères et ils étaient de nationalité Lao. Ils résidaient à Baksay. À l'époque, les étudiants Lao de Baksay, c'était au sud du Laos, venaient étudier au Cambodge. Et il n'y avait pas d'école secondaire ou de collège et donc ils venaient à Kompong Cham pour poursuivre leurs études. Et j'ai vu 5 à 6 autres noms, ce qui m'a véritablement choqué. Ce sont des noms qui viennent s'ajouter à ces 3 noms.
Dilchin Lei était l'ancien responsable du port de Kampong Tam, du Sihanoukville. Ritni Yum est allé en France, sa femme était française, il avait un enfant et il a dû se sacrifier, laisser sa famille derrière pour contribuer au pays. Il était un proche ami de Ieng Sary. Quant à Eng Sopan, il était ingénieur. De Centrale à Paris. Il sortait de l'école centrale de Paris. Il était le frère de Sukan. En ce qui concerne Chumran, le président. Monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre. Je vois que l'évocation des noms est assez émotionnelle pour monsieur le témoin, donc je vais passer à autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du nombre de documents qu'il fallait pour être arrêté. Et vous avez parlé tout à l'heure de la confession ou des aveux de Toshkamden. Donc, est-ce que, quand vous parlez de ces documents, est-ce qu'il s'agit d'accusations qui figurent dans des aveux ou dans des confessions de personnes qui avaient été préalablement arrêtées? Le témoin, oui. Vous avez parlé également du fait que vous-même, vous aviez été mis en cause, donc accusé dans certains documents, et que c'est arrivé 4 fois et demi. Comment avez-vous appris tout cela? Et est-ce que vous avez eu accès aux aveux dans lesquels vous avez été mentionné? Réponse non. Je n'ai pas eu accès à ces aveux ou confessions. Je l'ai appris parce que ce jour-là, c'était en 1977, mais je ne me souviens pas du mois de l'année, Ieng Sary m'a appelé dans son bureau au ministère des Affaires étrangères et il m'a dit que dans la confession de Ruth Saren, qui était le directeur de l'aviation cambodgienne, Royal Air Cambodge, et qui était également mon ami de l'école, depuis l'école de Sisawat, il était aussi un ami de Kichun. Et dans sa confession ou ses aveux, étant accusé d'être le responsable de la CIA, il avait indiqué que Kinchen et moi-même, nous étions également des agents de la CIA. C'est la raison pour laquelle Ieng Sary m'a appelé dans son bureau pour clarifier les choses. Et je voudrais également ajouter qu'il y avait beaucoup de circonstances favorables pour moi. Je me souviens également qu'en 1971, j'avais dû me rendre en Algérie avec Jen Durang pour une conférence en tant que représentant du front. Et la conférence était une conférence destinée à la presse du mouvement communiste. J'avais transité par Paris et à ce moment-là, M. Roussaron était le représentant du maréchal Lon Nol. Parce qu'en 1971, le coup d'État renversant le prince Sihanouk avait déjà eu lieu.
Le président, je vous en prie, continuez, monsieur le procureur. Monsieur le témoin, veuillez écouter attentivement les questions et limiter vos réponses à la teneur des questions qui vous sont posées. Et essayez de répondre de manière brève et concise et portant précisément sur la question qui vous est posée. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le témoin, de vous interrompre. Nous avons bien compris qu'en réalité, vous aviez été accusé, mais que finalement, vous n'aviez pas été arrêté. Mais concrètement, après l'entrevue avec Ieng Sary, est-ce que Ieng Sary vous a demandé de faire quelque chose à la suite de ces accusations de Roussarine dans sa confession? Le témoin. Il m'a demandé de rédiger ma biographie en khmer que j'ai vue tout à l'heure. Le document qui a été reproduit par le Centre de documentation du Cambodge. C'est la biographie qu'il m'a demandé de rédiger. Merci. Peut-être dernière question, Monsieur le Président, avant d'interrompre, j'imagine bientôt. Dans cette biographie qui porte donc la référence D154.3 que vous avez sous les yeux, Monsieur le témoin, vous avez pris, il me semble, un grand soin à l'époque, et cela date de, je crois qu'elle date de juin, c'est ça, juin 77. Vous avez pris grand soin dans cette biographie de qualifier un certain nombre de personnes de traîtres ou de méprisables. Et c'est traduit en anglais par contemptible. Et je vais citer toutes les personnes qui figurent dans cette biographie et dont les noms sont précédés des qualificatifs traîtres ou méprisables. Il y a justement Roussarine. Et je ne crois pas que je vais citer tous les noms d'IRN, mais en tout cas pour Roussarine, c'est à la page en khmer 4x0 3478, en anglais 00816730 et en français 00290760. Et puis vous avez cité beaucoup d'autres noms. À part Roussarine, il y a aussi Seng Savat, qui est appelé S-A-I-N-G, Savat, S-A-V-A-T. Il y a Komret, K-O-A-M-R, et puis l'autre mot R-E-T-H, Hu Nim, Hak Seng Leini, que vous avez mentionné précédemment, Keo Miss, et vous avez indiqué que c'était le directeur de l'AKI, Sok Tun Pala, Toch Pun et Toch Camden, que vous avez déjà mentionné auparavant. Si besoin en était, je peux signaler quels sont les numéros d'IRN, mais ça me semble un peu long. Donc, au moment où vous avez écrit cette biographie à la demande de Ieng Sary, était-il justifié et normal en réalité que vous utilisiez ces mots pour peut-être prendre vos distances par rapport à toutes ces personnes? Témoin. Ces personnes avaient été déclarés comme étant des agents de la CIA et des traîtres à l'organisation par la direction du parti. Et en tant que tel, il fallait faire cette déclaration, que vous le croyiez ou non. C'est ce qu'il fallait faire, ou c'était ce qu'il fallait faire.
Je ne sais pas si, en faisant de telles allégations, je me verrais traité d'opportuniste. Cependant, si je n'avais pas établi cette liste de noms, quelles auraient été les conséquences? C'est ce que l'on appelle la démocratie khmère. Laissez-moi simplement vous dire que d'après les Cambodgiens, si c'est une soupe aigre khmer, c'est une soupe aigre khmer. Vous ne pouvez pas dire que tout allait bien en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le président, je vous remercie. L'audience touche à sa fin. Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui et reprendre demain à 9 heures du matin, et demain la Chambre continuera à entendre le témoin Sun Sikun qui sera à nouveau interrogé par l'accusation et par les avocats en chef pour les parties civiles. Monsieur Sun Sikun, puisque votre comparution n'est pas terminée, nous vous invitons à revenir demain. De même, votre avocat devra être présent demain. Monsieur l'huissier d'audience, en collaboration avec l'unité de transport, organisera le retour du témoin à son domicile, fera en sorte qu'il soit ici pour 9 heures demain matin. La sécurité va maintenant reconduire les accusés à leur lieu de détention et s'assurera qu'ils soient présents à 9 heures demain matin. La séance, l'audience est levée.